Ce sont des hommes, des femmes engagés dans la vie associative. Ce sont des chefs d'entreprise engagés aux côtés de ces associations. C'est le Fonds de dotation Solidarité Grand Ouest et la Banque Populaire Grand Ouest, au travers de sa fondation, qui ont décidé de faire du mois de décembre le mois de l'engagement et d'être solidaires tous ensemble pour pouvoir doter ces associations de plus de moyens. Et vous pouvez vous engager à nos côtés en likant, partageant ce podcast ou en faisant un don sur solidaritégrandouest.fr. Le podcast solidaire, c'est être engagé et confiné. On compte sur vous. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans le 5e podcast du podcast solidaire. Et aujourd'hui, comme on approche des fêtes de Noël, on a décidé de vous parler de musique et de musique classique avec nos invités. Car vous le savez, la musique classique et la musique en particulier sont des lieux assez privilégiés pour permettre à des jeunes de pouvoir expérimenter la notion de l'harmonie, la notion du vivre ensemble et très souvent aussi la dimension de se surpasser soi-même pour se produire en public, pour produire quelque chose qui soit beau et qui puisse être transmis. Et puis souvent on considère la musique classique comme une musique élitiste que seule une partie de la classe, dit-on, aisée de la population est en capacité de comprendre et de pratiquer. Eh bien aujourd'hui dans ce podcast solidaire nous allons vous prouver complètement l'inverse avec la Philharmonie des Quartiers. Pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir le chef de cette Philharmonie des Quartiers, en tout cas le chef de la Philharmonie des Deux Mondes qui a engendré la Philharmonie des Quartiers. Il s'agit de Philippe Huy. Bonjour Philippe. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Avec vous, donc, on va voir ce qu'est cette Philharmonie des Quartiers, ses objectifs, sa pédagogie. On va voir ça d'ici quelques instants. Et puis, pour nous accompagner, nous sommes avec Maurice Bourrigaud, directeur général de la Banque Populaire Grand Ouest. Bonjour Maurice. Bonjour Patrick. Avec vous justement, on verra dans la deuxième partie de cette émission l'effet miroir que produit sur vous cette Philharmonie des Quartiers. Et puis avec nous, mais il nous rejoindra je pense dans la deuxième partie de cette émission, Yves-Olivier Lenormand, que vous connaissez déjà puisqu'il était présent dans une des premières émissions de ce podcast qui traitait de la conduite, du retour à l'autonomie des personnes handicapées et du financement d'un simulateur de conduite pour le pôle universitaire de médecine physique et de réadaptation du CHU de Nantes. Alors, je pense que les présentations sont faites, il ne nous reste plus qu'à commencer. Je vous rappelle qu'on compte sur vous. Chaque podcast écouté, partagé et liké rapporte des euros supplémentaires. Allez, c'est parti, on compte sur vous. Philippe Huy, on va commencer avec vous puisque tel est le principe de cette émission, à une dizaine de minutes pour nous présenter ce qu'est la Philharmonie des Quartiers. Puis dans deuxième partie, comme je viens de le dire en introduction, on retrouvera Maurice Bourrigaud et Yves-Olivier Lenormand. Alors Philippe Huy, en quelques mots, la Philharmonie des Quartiers, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, la Philharmonie des Quartiers, en fait, c'est une initiative que nous avons prise avec la Philharmonie des Deux Mondes, qui très brièvement est un orchestre symphonique professionnel que j'ai fondé en 2013 et qui a pour but de diffuser la musique classique au plus grand nombre. Et dans le cadre des activités de la Philharmonie des Deux Mondes, eh bien, nous avons multiplié les actions de médiation culturelle, notamment auprès des publics scolaires, mais pas seulement, aussi auprès des publics éloignés, en jouant notamment au pied des immeubles, par exemple, à Saint-Nazaire. Et puis, nous avons eu cette initiative en 2018 de créer cet orchestre d'enfants, cette Philharmonie des Quartiers que vous avez si bien commencé à décrire, avec l'idée que, des enfants d'un quartier prioritaire qui, a priori, sont très éloignés de l'offre de la musique classique, très éloignés de ces codes culturels, eh bien, sont tout à fait aptes et dignes de recevoir un enseignement tel que celui d'une initiation, plus exactement, de l'instrument de l'orchestre symphonique. Donc, nous avons réuni une trentaine d'enfants à qui nous avons confié de façon permanente un instrument, un violon, un alto, un violoncelle ou une contrebasse, et nous les réunissons une fois par semaine dans une séance d'1 heure, qui est une séance collective, au cours de laquelle ils s'initient à la musique. Alors, on va pas tout dire tout de suite, mais moi, c'est mon effet miroir, là, en vous écoutant dès le début, c'est que vous êtes, bien que vous soyez un chef professionnel, d'ailleurs, vous venez de diriger la Bayadère à l'Opéra de Paris, il y a une question, c'est pourquoi, qu'est-ce qui vous attire dans cette manière de présenter finalement la musique classique à ceux qui sont peu
touché par ce style de musique. On sent bien que toute l'action musicale que vous menez, que ce soit au travers de la Philharmonie des Deux Mondes ou la Philharmonie des Quartiers, est liée à ce désir de transmission. Vous savez, il y a ce fameux adage très bateau qui dit la musique adoucit les mœurs, mais je pense que c'est une réalité. Euh, il nous semble que la musique est un lien, plus exactement la métaphore d'un lien social idéal. Moi, je dis toujours, l'orchestre, c'est un exemple parfait d'une société qui pourrait être idéale, avec des différences. Nous ne sommes pas tous égaux, nous ne sommes pas tous faits de la même façon, nous ne jouons pas tous du même instrument, nous n'avons pas forcément les mêmes origines sociales, pas forcément la même ethnie, mais en revanche, nous nous rassemblons tous ensemble pour poursuivre le même but, avec des vertus de solidarité, d'entraide, j'oserais dire de fraternité. Et il me semble que c'est un exemple parfait de ce que l'on peut reproduire ensuite dans la société. Alors, très modestement, eh bien, j'ai la sensation que quand on apprend la musique, quand on initie les enfants à la musique, eh bien, on leur donne des armes supplémentaires pour se retrouver dans la société et pour surtout participer à ce corps social et faire lien avec l'ensemble de la société et pas seulement à se comporter comme un individu. Alors, j'ai envie de vous poser la question, mais peut-être que j'ai déjà la réponse. D'où vient cette idée, cette inspiration de confier des instruments ? Ça ressemble ça ressemble pédagogiquement un petit peu à El Sistema, ce grand système mis en place en Amérique du Sud pour justement apporter la musique classique dans les quartiers les plus pauvres. Mais vous avez tout à fait raison, c'est exactement inspiré de cela. Vous savez, pour moi, il y a deux modèles qui ont profondément nourri ma réflexion. C'est El Sistema, effectivement, qui est ce système tellement extraordinaire qui touche des dizaines de milliers d'enfants au Venezuela. Dont on voit, alors évidemment le Venezuela, c'est un peu compliqué parce que c'est un pays qui est en très grande difficulté aujourd'hui, mais il se trouve que tous ces enfants, notamment des quartiers populaires, eh bien, ont connu des progrès considérables dans leur apprentissage de la lecture, des mathématiques, etc. Donc on sait que ça sert, on sait que ça convient, que ça sert à quelque chose. Et puis le deuxième exemple, c'est le très grand chef français Jean-Claude Casadesus qui a énormément fait d'actions de médiation culturelle à la tête de l'Orchestre national de Lille du temps où il y était. Et je dirais que ces deux événements-là, enfin ces deux exemples-là, m'ont conduit à tenter cette expérience à Saint-Nazaire, en l'occurrence, à ma petite échelle, de ce petit système. Alors ce petit système qui a l'air de plutôt bien fonctionner, ça touche combien d'enfants aujourd'hui à Saint-Nazaire, la Philharmonie des Quartiers ? Alors, nous avons démarré en mai 2018 à titre de petit prologue, on va dire, prélude, je devrais dire, pour garder le thème musical. Voilà. Et puis en septembre 2018, on a démarré en vraie grandeur. La plupart des enfants sont restés 2 ans, donc jusqu'en juin 2020. Alors avec des perturbations que vous pouvez imaginer liées à la crise du Covid, évidemment. Mais malgré tout, on a quand même réussi à les garder pendant 2 ans. Donc ça a touché sur les 2 ans, avec un petit peu de turnover, comme on dit maladroitement dans ce terme anglais, on a touché un peu plus de 50 enfants. Et puis, en septembre 2020, nous avons recruté une nouvelle cohorte et on a de nouveau une trentaine d'enfants à qui on a remis les instruments qui nous avaient été rendus par les enfants. Mais je dois dire que dans les 55 que nous avons touchés, 3 d'entre eux ont choisi de continuer l'enseignement l'apprentissage de l'instrument en rentrant au Conservatoire de Saint-Nazaire. Et pour nous, c'est une immense fierté et vraiment une très grande joie. C'était une des questions que je pensais vous poser, mais vous y répondez. Alors, c'est quoi la pédagogie en fait ? Comment est-ce qu'on permet à ces enfants de progresser ? Et puis aussi de les fidéliser, parce que très souvent, même s'ils viennent, je suppose, de manière volontaire, c'est ardu, surtout que vous avez choisi des instruments à cordes qui ne sont pas forcément parmi les plus faciles, ou en tout cas ceux qui demandent du travail pour sortir des sons qui soient justes et harmonieux. Alors, d'abord, il n'y a pas d'instrument facile. Donc, effectivement, vous avez raison, l'instrument à cordes, c'est difficile, mais je pense que tous les instruments sont vraiment difficiles. Nous, on fait le pari que si on demande quelque chose de difficile aux enfants, ça les conforte dans l'idée qu'ils en sont capables. Et donc, on essaye d'être, disons, de tracer une ligne d'horizon
qui est assez haute. Mais on utilise des outils pédagogiques, je dirais, qui sont facilitateurs. Ça veut dire, d'abord, pas d'enseignement individuel. Donc, c'est collectif. Ça veut dire que si mon voisin trouve le truc, si j'ose dire, un peu plus rapidement, il est capable de me le montrer et on favorise beaucoup ça. Deuxièmement, pas de préalable technique. Ça veut dire que nous, on pense que les enfants sont aptes à discerner si le son est beau ou s'il ne l'est pas. Ils ont déjà une très grande conscience de cela. Et donc, ça veut dire qu'ils font des tests, en fait. Ils cherchent eux-mêmes et puis progressivement, on leur donne des tuyaux techniques pour qu'ils trouvent de meilleures solutions. Mais ils commencent d'abord par l'expérimentation. Ça, c'est très important. Et c'est grâce à ça, et puis donc cet aspect collectif que j'ai signalé. Et puis, dernière chose qui est l'inhibition première à ma grande stupeur de toutes ces familles, pas tellement les enfants, mais surtout les familles, pas de solfège par principe. C'est-à-dire qu'on donne des clés de solfège, si j'ose dire, après, une fois qu'on a commencé à jouer, commencé à maîtriser les choses. Exactement. C'est-à-dire qu'on a fait des sons ensemble, on essaie de les faire le plus joli possible et le plus ensemble possible. Et puis ensuite, on dit, ben voilà quelle est la théorie en fait. À quoi ça correspond du point de vue du solfège. Et on se rend compte que grâce à ça, ça va extrêmement vite. Alors, mais je tiens... Ouais, terminez. Je tiens juste à dire, préciser les choses. Nous n'avons pas la prétention de leur apprendre l'instrument. Nous leur faisons une initiation qui leur donne des outils, pour éventuellement poursuivre un apprentissage plus académique ensuite. Alors sur votre, et on va en écouter un extrait d'ici quelques instants, un court extrait, sur votre site on trouve des petites leçons, c'est ce que vous avez mis en place pour permettre de continuer à accompagner les enfants quand ils ne sont pas en cours et pendant le confinement ? C'est exactement ça, c'est-à-dire que le confinement nous a poussé à le faire parce que on est désespéré de retrouver le contact avec les enfants. Et puis finalement, même dans le cadre normal, ces petites vidéos leur permettent d'avoir des points de repère. Donc, comment j'accorde mon instrument, où est-ce que je trouve l'outil. Vous savez, ils sont tous très habiles sur Internet maintenant. Donc, trouver un accordeur sur Internet, c'est très facile. Et puis, on leur fait des petits morceaux qu'ils peuvent accompagner avec la vidéo. Bref, on essaye d'entretenir ce désir qu'ils ont. Alors, justement, on va écouter un court passage d'un entraînement à l'introduction du violon, un petit prologue avec les répétitions. C'est très pédagogique. Vous allez écouter ça dure quelques dizaines de secondes et on se retrouve tout de suite après. Bonjour, nous allons reprendre le morceau Introduction que vous aviez commencé à travailler avant les vacances. Je vous rappelle déjà les 4 cordes du violon, donc le Mi, le La, Ré et Sol. Avec l'archet, on va jouer le morceau Introduction. Il y a 2 phrases, donc je vais vous jouer la première 2 fois d'abord, la première phrase. La première fois que je vais vous la jouer, je vais dire le nom des notes en même temps. Et la deuxième fois, je vais la refaire, mais sans le dire. Sol, Ré, Sol, Ré, Sol, Sol, Ré, Sol, Ré, Sol. Alors, voilà, on a entendu ce court extrait très pédagogique, enregistré, on le sent dans le domicile de la personne, mais c'est aussi ça qui fait le charme de cette Philharmonie des quartiers, c'est cette proximité des enseignants avec leurs élèves. J'y tenais beaucoup, parce que c'est moi qui majoritairement anime les séances, mais je suis toujours accompagné de musiciens que nous avons appelés des tuteurs pour ne pas les appeler des professeurs, qui sont des spécialistes de leur instrument et qui sont par ailleurs professeurs de leur instrument dans des conservatoires et qui encadrent avec moi la séance, qui donnent des directives plus techniques, qui permettent d'accorder les instruments, qui aident les enfants et qui donc ont pour l'essentiel réalisé ces petites vidéos dont vous avez parlé. Et puis ces tuteurs, les enfants les retrouvent quand l'orchestre professionnel se retrouve sur scène. Les enfants sont conviés au concert. Parfois, ils sont même conviés sur scène avec nous pour jouer avec nous en même temps. Et donc, c'est aussi cette immersion qui fait que, nous leur donnons ce goût. Et ça répond à la question que vous m'avez posée tout à l'heure. Je pense
cette façon de faire qui les fidélise et qui leur donne envie de continuer. Quel objectif vous recherchez dans ça ? La confiance, la rigueur ? Quel objectif, au-delà de simplement être heureux, comme vous le dites, et satisfait de voir que des jeunes vont pouvoir continuer en conservatoire la pratique d'un instrument, votre objectif, c'est quoi Mon objectif, c'est que il me semble que quand on réussit à faire des choses difficiles, on grandit, et singulièrement quand on est un enfant. Et donc, moi, j'ai jamais prétendu que l'apprentissage de la musique n'était pas difficile. Il est difficile, mais il est abordable par tous. Et c'est ça, en fait, notre credo, si j'ose dire, hein, vraiment notre conviction, c'est que on pense que c'est vraiment accessible à tous. Et pour moi, c'est une tragédie sociale que cette culture formidable de la musique classique ne soit pas accessible à tous, soit par la pratique, soit par l'écoute. Et c'est ce qu'on essaye en fait de contrecarrer en ayant créé cette Philharmonie des Deux Mondes qui est l'orchestre professionnel, et puis surtout cette Philharmonie des quartiers qui est un point d'appui pour que toute cette population, tous ces gens qui étaient éloignés, eh bien, puissent avoir eux aussi le bénéfice de ces belles œuvres. Alors le Fonds de solidarité Grand Ouest vous a accompagné. Au moment où on enregistre, il y a eu un tel succès sur cette opération du Giving Tuesday que la collecte est close. Mais qu'est-ce qu'elle a permis, cette collecte ? Qu'est-ce qu'elle va permettre de mettre en place, de financer pour ces jeunes ? Eh bien, d'entretenir cette Philharmonie des quartiers, vous imaginez bien que ça a un coût, puisque il y a les instruments. Évidemment les instruments, l'acquisition des instruments que nous avons faite au départ à fond perdu, hein, il faut bien le dire, et que donc aujourd'hui, grâce notamment à la fondation de la Banque populaire Grand Ouest, eh bien, on peut abonder le fonds qui a permis de l'acquisition de ces instruments, ce qui pour nous est une bulle d'oxygène extraordinaire. Et puis les enfants viennent de quartiers différents, et donc on organise des ramassages scolaires. Il faut payer un bus toutes les semaines. Il y a les salaires évidemment des tuteurs, des musiciens quand ils se retrouvent sur scène avec les enfants. Enfin bref, toute une infrastructure, un peu d'administration bien entendu, qui fait que tout ça, tout mis bout à bout, ça coûte de l'argent. Et comme vous le savez, la puissance publique elle répond, mais pas toujours à une hauteur suffisante. À la hauteur suffisante. Donc, on ne parlera pas d'économie essentielle de la culture ou économie non essentielle. Ce serait peut-être faire de la polémique. On en parlera peut-être d'ailleurs dans la deuxième partie de cette émission. On va faire une pause musicale. C'est vous qui nous l'a proposé. Un extrait d'une œuvre de Mozart, pas forcément des plus connues quand on parle de Mozart. Qu'est-ce que vous avez choisi de nous faire écouter, Philippe Huy ? Alors, j'ai choisi un extrait d'un divertimento de Mozart qui est une œuvre de franche jeunesse de Mozart, et donc ça avait du sens par rapport à notre propos sur la Philharmonie des quartiers. Et puis c'est aussi une œuvre qui a été jouée sur scène le jour où les enfants étaient aussi avec nous, et donc j'ai pensé que faire ce lien avait un intérêt. Voilà, donc j'aime particulièrement ce divertimento qui fait partie de notre répertoire habituel. Divertimento dont on entend les premières notes à l'instant et que je vous propose d'écouter dans le podcast Solidaire. On se retrouve tout de suite après pour faire notre effet miroir avec nos deux invités, Maurice Bourrigaud et Yves Olivier, qui ont été, excusez-moi le mauvais jeu de mots, tout cuits durant cette première partie. Allez, c'est parti avec Mozart.
Voilà, c'était ce petit divertimento de Mozart qui nous a servi de pause musicale. On retrouve nos deux invités, Maurice Bourrigaud, Yves-Olivier Lenormand. Maurice Bourrigaud, je vais commencer par vous. Vous êtes donc directeur général de la Banque Populaire Grand Ouest. À l'écoute de ce qu'a dit Philippe Huy, qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce qui vous a étonné? Qu'est-ce qui vous a donné? Qu'est-ce que vous avez envie de nous partager de ce témoignage, de ce qui se passe à Saint-Nazaire? Eh bien, d'abord, Patrick, je suis sous le charme. Je suis enthousiasmé par ce que dit, ce que fait, ce que vit Philippe Huy avec cet orchestre et puis avec cette démarche. Je suis vraiment enthousiasmé. D'abord parce que comme tout à chacun, je sais que la culture, c'est absolument vital. Et donc, de ce point de vue, la Fondation Grand Ouest, Banque Populaire, s'inscrit dans une démarche naturelle. Parce que, oui, Philippe l'a dit, sans aide, sans une grande attention, les équilibres budgétaires, c'est pas qu'ils sont compliqués, c'est que ça ne fonctionne pas. Et donc, il faut entraîner, et c'est pas seulement la subvention publique, c'est la capacité d'entraîner des individus qui sont sensibles à ces démarches, parce que on sait qu'un euro, on sait que 100 euros, 200 euros, ça va ouvrir des fenêtres magiques à des personnes qui sont très éloignées, que leur situation les rend très très éloignés de l'accès à l'art en général et puis de l'accès à la pratique. Donc rendre possible ce qui est indispensable, c'est vraiment ce que nous faisons lorsque nous écoutons ce podcast, lorsque nous accompagnons en tant qu'entreprise cette action. Une initiative formidable. Vous-même, Philippe Bourrigaud, vous-même, Maurice Bourrigaud, vous êtes amateur de musique classique? Je suis un amateur non éclairé, mais je suis très sensible parce que au-delà de ce caractère responsable de ces actions, il se trouve que j'ai chanté dans une chorale pendant quelques années et j'en ai été le président. Et donc je sais ce que les vibrations, les émotions partagées, je sais que pour soi, le poil qui se hérisse sur les bras quand on est à l'unisson, quand il se passe des choses vraiment magiques, je sais que pour le cœur, c'est magique, je sais que pour les autres, c'est un véritable cadeau. Et donc, c'est 1000 fois gagnant. Donc, c'est pas intellectuel, c'est de l'ordre de l'ouverture d'esprit peut-être, mais c'est surtout de l'ordre des émotions pour ceux qui écoutent. Et là, offrir, comme Philippe le fait, offrir la capacité de jouer, la capacité de s'engager, de fournir tous les efforts nécessaires, c'est grandir, oui, Philippe l'a dit, mais c'est aussi être fier de soi. C'est donner de la fierté. C'est pas que un partage de savoir. Voilà, c'est bien au-delà de ce qu'on voit habituellement. Et de ce qu'on peut donner. Yves-Olivier Lenormand, merci beaucoup d'être avec nous à nouveau. Dans ce que nous a dit, dans ce que vous connaissez de la Philharmonie des Quartiers, qu'est-ce que vous retenez? Alors donc la rencontre avec Philippe Huy a été un véritable coup de cœur, notamment lorsqu'il m'a présenté son action avec la Philharmonie des Quartiers. Quelque chose de très original. Je ne connais pas d'autres dispositifs similaires. Et vraiment, ce qui m'a plu, c'est l'aspect inclusion par la culture. Donc en fait, il va y avoir des effets court terme. Voilà, c'est l'accessibilité finalement de la musique classique. Mais en fait, c'est quelque chose qui va aider ces jeunes sur du moyen long terme. Et je pense que ça aura un effet très bénéfique sur leurs études, mais aussi sur leur insertion professionnelle. Voilà, donc en fait, cette Philharmonie des Quartiers, finalement, elle va faire tomber des barrières. Elle va donner confiance dans ces jeunes. Et finalement, elle va leur préparer un bel avenir. C'est ça le mot hein, que vous abordez, Yves-Olivier, c'est vraiment cette question de ce rapport à la confiance. Hein, c'est une des clés de la réussite. On sait bien que pour les jeunes des quartiers, l'accessibilité des études ou même au monde professionnel est beaucoup plus compliquée. Et donc ce type d'initiative, justement, ça leur permet de leur démontrer que c'est possible pour eux. Donc leur capital confiance va augmenter.
Yves Olivier, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi le GIRP soutient cette démarche qui me semble quelque peu éloignée de la promotion de l'emploi des personnes handicapées? Pourquoi avoir soutenu ce projet? Alors, le GIRP est connu par rapport à l'accompagnement des demandeurs d'emploi en situation de handicap, mais c'est aussi une association qui accompagne des jeunes en difficulté. En fait, le GIRP accompagne les employeurs sur l'inclusion, mais aussi différents publics qui sont éloignés de l'emploi. Et donc, les jeunes des quartiers font partie de notre ADN. Et donc, forcément, quand Philippe Huy nous a présenté cette action, on a eu envie de la soutenir, puisque ça correspond bien aux jeunes que l'on accompagne dans les quartiers, en Loire-Atlantique. La notion de transmission, pour vous, Yves Olivier, c'est quelque chose qui est important? Et pour moi, c'est essentiel. La transmission, en fait, quelque part, c'est faire grandir aussi ces jeunes. Et donc là, finalement, la Philharmonie des quartiers leur transmet un bagage culturel qui va être très bénéfique pour la suite dans leurs études ou même dans leur intégration professionnelle. Alors, on parle de culture au sens large, hein, au moment, c'est ce qu'on disait tout à l'heure dans la première partie de cette émission, la collecte pour la Philharmonie des quartiers est arrivée à son terme. En revanche, le fonds de dotation Solidarité Grand Ouest s'est relancé dans une autre action culturelle, puisque depuis le 15 décembre, une nouvelle collecte s'est mise en place pour soutenir une association qui s'appelle le Cercle Carré, qui permet de faire du théâtre à des personnes en situation de handicap. Maurice Bourrigaud, vous avez vu, je crois, le spectacle. Qu'est-ce que vous en avez ressorti de ce spectacle réalisé par le Cercle Carré? Écoutez, je suis admiratif. Je suis admiratif pour les acteurs, naturellement, parce que c'est une démarche d'une telle intensité, une relation aux autres qui est tellement forte et entre eux, et puis j'imagine la démarche d'accompagnement et d'encadrement pour permettre ça. Voilà, c'est extrêmement réussi à tout point de vue. Et ça réchauffe le cœur, pour Ouais. tout dire. Et on passe vraiment un vrai bon moment. Est-ce qu'on n'a pas parfois le sentiment, et je suis certain que l'association ne le fait pas dans ce sens-là, mais le sentiment de dire, bon, on fait faire du théâtre à des personnes handicapées, est-ce qu'on a vraiment le sentiment d'assister à un vrai spectacle? Oui, absolument. Non, il y a pas de sensiblerie inutile non, non, c'est vraiment du théâtre. C'est vraiment, il y a un jeu dans le jeu, sans doute en plus d'ailleurs, par rapport à une pièce de théâtre classique. Et je crois que c'est pas faire preuve d'une empathie mal placée ou d'une affection qui serait offerte sans vraie générosité. Je pense que euh, voilà, c'est une compréhension, mais c'est aussi tout simplement une émotion partagée. Et le partage des savoirs, c'est bien. Le partage d'émotions, c'est formidable. Yves Olivier, vous êtes donc président du GIRP. Là, c'est une question importante pour vous aussi que de soutenir une action, cette fois-ci culturelle, en lien avec le handicap. Oui, alors, tout à fait. Du coup, pour nous, ce qui était important, c'est que, en fait, finalement, la culture, les arts, font oublier ce handicap. Et donc, ça facilite aussi l'intégration professionnelle. Donc en fait, face à nous, on a des artistes, on n'a plus des personnes handicapées, et pareil, une fois de plus, on travaille là sur leur capital confiance. Maurice Bourrigaud, je reviens vers vous. Une question importante. C'est important que dans un travail de collecte au sein d'une fondation, d'un fonds de dotation, on puisse trouver un panel complet, que ce soit du soutien technique, que ce soit de l'aide à la recherche, que ce soit de l'aide au fonctionnement, ou qu'il y ait une dimension culturelle aussi qui soit réellement présente. Oui, c'est formidable parce que ceux qui fabriquent les instruments, ils sont directement concernés.
ceux qui vont se déplacer vont consommer quelque part au bénéfice de la société. Et donc il y a une spirale économique derrière tout ça. Je ne veux pas être trop ras des pâquerettes, mais il y a une vraie Mais spirale elle est réelle, économique. bien sûr. Il y a une dimension qui n'est pas seulement humaine, qui n'est pas seulement le bien vivre ensemble, le vivre en harmonie ensemble, mais il y a une vraie dimension d'utilité. Chacun est utile à l'autre, chacun se met à portée de l'autre et est utile en soi. Alors on arrive au terme de ce podcast. Philippe Huy, comment vous réagissez à ce que vous avez entendu justement? C'est le double effet miroir de ce que vous avez entendu de la part de Maurice Bourrigaud et d'Yves Olivier. Tout d'abord, je voudrais surtout les remercier l'un comme l'autre parce que d'avoir choisi de nous accompagner, c'est aussi nous faire confiance, c'est faire confiance dans notre pari. Et puis c'est nous aider à le remplir, ce pari, à le gagner. Donc ça, c'est très important. Ils ont beaucoup parlé de confiance et pour nous, c'est le maître mot parce que si on veut donner confiance, que les enfants aient confiance en eux, plus exactement, il faut d'abord qu'on leur fasse confiance. Et on nous a beaucoup opposé au départ l'argument suivant en disant eh bien, est-ce que vous êtes sûr que c'est bien raisonnable de leur confier un instrument? Parce que je rappelle que les enfants emportent l'instrument chez eux. Et donc, ça devient un objet familier de leur quotidien. Et moi, j'ai dit, mais est-ce que ces enfants sont dignes ou pas d'avoir cet instrument? Nous, on pense qu'ils s'en sont dignes. Et c'est parce qu'on leur fait cette confiance qu'ils vont être, comptables de cette confiance et qu'ils vont répondre à cette confiance. Et c'est grâce à ça que finalement, ils vont eux aussi s'élever. Donc moi, ça me touche beaucoup qu'ils évoquent énormément cette notion-là. Et puis c'est vrai que cet accompagnement-là, il est indispensable pour nous. Et donc nous, on a une reconnaissance extrême vis-à-vis de leur engagement, quoi. Alors, pour terminer, à chacun d'entre vous, une question très simple. Votre espérance pour la culture et son accès, sachant que la culture aujourd'hui est assez malmenée. Pour vous, Maurice Bourrigaud, ce serait quoi votre espérance pour le domaine de la culture? Mon espérance, c'est vraiment qu'on considère qu'il y a une urgence culturelle, qu'il y a une urgence par la musique, une urgence à s'emparer des soutiens nécessaires, à s'emparer de ce qui est indispensable, vraiment. Je pense que toutes les collectivités en général, beaucoup dans le secteur associatif et beaucoup dans les entreprises, et on sait que les temps sont difficiles. Pour vous, Yves Olivier Lenormand, votre espérance pour le monde de la culture? Alors le monde de la culture est particulièrement impacté par cette crise Covid-19. Et donc moi mon espérance c'est que on puisse redémarrer très rapidement les concerts, les spectacles, et puis que tout le monde s'engage pour soutenir le monde de la culture. Une société sans culture, c'est pas une société. Et pour vous, Philippe Huy, c'est quoi votre espérance pour cette fin d'année 2020? Que on retrouve enfin le chemin des salles de spectacle, de cinéma, des théâtres, les opéras, etc. Parce que on a plus que souffert depuis 9 mois maintenant, et presque 10 mois. Et puis ma deuxième espérance, c'est que on abandonne un peu l'idée de la culture, pardon de vous inquiétez pas, hein, et que l'on retourne plutôt vers les beaux-arts. Parce qu'il me semble que, à force d'avoir dit que tout était culturel, eh bien, on a abandonné des choses très essentielles. Et je pense que cette hiérarchisation, malgré tout, elle est importante parce que si on galvaude les choses, on finit par rabaisser tout le monde. C'est ça. Alors que l'idée de la culture, des beaux-arts, c'est précisément d'élever l'âme. Eh bien, nous espérons que cette culture et que ces beaux-arts continueront à exister, à se créer, qu'il y a une vraie création qui existe au bon sens du terme. Merci Maurice Bourrigaud, merci Yves-Olivier Lenormand, merci Philippe Huy d'avoir été nos invités de ce podcast, du podcast solidaire. Je rappelle donc que si vous voulez soutenir le Cercle Carré, vous pouvez vous rendre sur le fonds de dotation solidarité Grand Ouest. Je rappelle que ces fonds chaque don que vous pourrez faire seront multipliés par 3 en partenariat donc avec le fonds de dotation et l'entreprise H3O qui lui est associée. Et puis bien évidemment, n'oubliez pas que ce podcast rapporte quelques euros quand on l'écoute, quand on le partage et quand on le like. Donc on compte tous sur vous pour aider les associations que nous vous présentons à pouvoir continuer leur action.
Bonne préparation des fêtes de Noël. À très bientôt. Au revoir.